Apple a décidé de faire l'iPhone le plus fin possible. Et je le savais pas, mais j'avais envie de ça. 5,6 mm. C'est difficile de se rendre compte sans l'avoir en main, mais c'est vraiment fin. Tenir cet iPhone crée un paradoxe immédiat, parce que c'est un grand téléphone qui pèse pas comme un grand téléphone. Il vous donne le sentiment de ne tenir qu'un écran. La finesse, la légèreté, vous la ressentez. Il y a une telle sensation d'aisance à tenir ce produit en main qu'elle finit par rendre les autres iPhones inconfortables. Après ça, j'ai plus envie de tenir ça. Apple m'a créé un problème que je n'avais pas, mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à vendre la solution. Je suis même pas sûr qu'ils en soient convaincus eux-mêmes. Alors pourquoi cet iPhone existe? Attendez, c'est quoi ça? Mais j'ai passé l'aspirateur il y a 10 minutes. Ça vous est déjà arrivé? La plupart des aspirateurs ne savent pas quel type de sol ils nettoient. Donc sur un tapis, ils survolent les fibres, et sur un parquet, ils peuvent projeter les débris au lieu de les aspirer. Le Dyson Piston Animal détecte le type de sol en temps réel et adapte la puissance d'aspiration ainsi que la vitesse de rotation de la brosse. Sur le parquet, la brosse ralentit pour capter tous les débris sans les disperser. Sur tapis, elle accélère pour aller chercher les fibres en profondeur. Même les poils de votre chien. La tête en double cône fait glisser les poils et cheveux vers les bords pour les aspirer avant qu'ils aient le temps de s'en mêler. Fini les ciseaux. Un capteur compte les particules que vous aspirez en direct, le laser révèle les poussières invisibles et en un mouvement, vous passez à l'aspirateur à main ou au lavage à l'eau claire pour les taches tenaces. En fait, il s'occupe de tout. Il manquerait plus que vous ayez plus besoin de le vider. Justement, le collecteur a un piston mécanique qui compacte la poussière dans le bac pour augmenter sa capacité. Donc vous le videz qu'une fois par mois. Et au moment de tout jeter à la poubelle, le piston essuie automatiquement les parois. Tout est éjecté instantanément, vous ne touchez jamais à la saleté. Dyson a supprimé toutes les frictions. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour la poussière. Le lien du piston animal est en description. Merci Dyson. Bon, l'iPhone Air est un produit fascinant parce que le confort de tenir ce téléphone au quotidien est sidérant. Vous avez la sensation de ne tenir que l'écran. Je pensais pas que ça ferait une différence à ce point, mais c'est un bonheur. Sauf que ce bonheur s'accompagne de sacrifices. On n'a pas juste réduit l'épaisseur de l'iPhone comme ça. On lui a enlevé des trucs. Le port SIM a sauté, donc il vous faut une eSIM. C'est pas une énorme perte, mais il faut que je le dise. Plus important, quand l'iPhone 17 a 2 caméras arrière, l'iPhone Air n'en a qu'une. Celle qui saute, c'est l'ultra grand angle. Ça dépend de vous, mais je dirais que c'est le retrait le moins grave. Je suis pas un grand utilisateur de l'ultra grand angle, et je suis pas sûr que la cible de cet iPhone le soit non plus. Je pense que c'est un sacrifice qui peut être gênant, mais très occasionnellement, contre un bénéfice quotidien de finesse et de légèreté. Donc il pèse pas lourd dans la balance. Le deuxième compromis est étonnamment oublié quand on parle de l'iPhone Air, et pourtant il est très dérangeant. C'est le son. En bas du téléphone, il n'y a pas la place nécessaire pour une chambre acoustique. Donc il n'y a pas de haut-parleur. Le seul haut-parleur de l'iPhone Air, il est en haut. Donc le son est pas très bon. Il manque sérieusement de profondeur. Vous vous y ferez parce que l'oreille s'habitue, mais si vous le mettez à côté d'un autre téléphone, vous serez un peu dégoûté. Si vous le laissez dans votre poche avec un podcast en cours, ce qui m'arrive, vous aurez parfois du mal à l'entendre, parce que le son est moins fort. Mais le pire, c'est si vous regardez une vidéo. Parce que quand vous tournez votre téléphone, le son ne vient que d'un côté. Ça fait probablement longtemps que ça vous est pas arrivé. C'est un retour à l'iPhone 6S. C'est pas anodin. Mais le troisième compromis pèse encore plus lourd. C'est la batterie. Dans un iPhone plus fin, il y a une batterie plus fine. L'autonomie, c'est une mesure technique, mais qui est paradoxalement subjective, parce que ça dépend de ce que vous faites avec votre iPhone. Apple annonce 30 heures pour l'iPhone 17 et 27 heures pour l'iPhone Air. C'est des mesures de labo, dans un usage très précis, c'est pas ce que vous aurez dans le monde réel. L'autonomie est étonnamment correcte, parce que je m'attendais à pire, donc ça tiendra la journée pour un utilisateur léger, mais chez moi il s'éteint à 17 heures. Le problème, c'est que même pour quelqu'un qui utilise pas trop son téléphone ou qui a l'habitude de le charger dans la journée, il y a un moment où ce sera gênant. Parce que vous vous retrouvez dans un train sans prise pendant 6 heures, parce que vous partez en soirée sans avoir eu le temps de le brancher, ou parce que vous êtes en voyage à New York et que vous prenez des photos toute la journée. La vie est faite de ces moments où vous êtes à court de batterie. L'iPhone Air vous en offrira plus souvent. Du coup, Apple a sorti une batterie MagSafe pour étendre son autonomie de 60%. Ça réintroduit de l'encombrement, ce qui casse temporairement l'intérêt de l'ultra fin, mais c'est un accessoire minimaliste qui permet de charger l'iPhone dans la poche avant d'arriver en soirée. Sauf que l'iPhone Air plus la batterie à 115 €, ça vous fait dépasser le budget d'un iPhone 17 Pro, qui est certes plus épais, plus lourd, mais qui a 3 caméras, 2 haut-parleurs et pas besoin d'une batterie externe. L'iPhone Air, il me met dans une position difficile parce que c'est mon iPhone préféré depuis des années, mais je peux pas le recommander. Imaginez qu'on me demande conseil pour une voiture, et je réponds une Porsche 911 GT3. Tu verras, ça consomme à mort, tu peux pas prendre de bagages, t'auras mal au dos, mais ça a de la gueule. Si on me demande un iPhone, on me demande un outil. Et l'iPhone Air, c'est un manifeste. Un exercice de style qui privilégie la sensation à l'usage et qui vaut 113 € par millimètre gagné. Mais quand on l'a dans la main, on comprend pourquoi il existe. Il existe au même titre qu'une Porsche qui va pas plus vite dans les bouchons, mais dont le moteur fait vibrer vos entrailles. Au même titre qu'une montre mécanique qui donne pas mieux l'heure, mais qui le fait avec un tic-tac discret. Il existe au même titre qu'un vinyle qui grésille sous le diamant d'une platine. Je crois que ce produit est une négociation entre ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes prêt à sacrifier pour obtenir ce dont vous avez envie. Un smartphone ne se différencie plus par l'accumulation. Tout le monde peut avoir 3 caméras, 8 Go de RAM, une charge rapide. Mais ça,
c'est assez unique. Apple, Samsung et tous les acteurs engagés dans la course de l'ultra fin vendent une rareté technique dans un marché saturé. Je change d'iPhone tous les ans et c'est la première fois depuis des années que j'ai autant de remarques. Parce que les gens voient tout de suite ce qu'il a de spécial. Ce que cet iPhone dit de son propriétaire, c'est qu'il peut se permettre l'élégance de la retenue. C'est pas un argument qui va parler à tout le monde, mais Apple fait le pari que ces compromis ont du sens pour un segment d'utilisateurs. Il y a des compromis inévitables qui permettent ces 5,6 mm. Mais ça reste un excellent téléphone dans un cadre de contraintes extrêmes. Malgré ces sacrifices, il garde la puce A19 Pro, le capteur 48 mégapixels, le nouveau capteur carré des iPhones et une autonomie correcte. Si l'iPhone Air avait été seulement un fantasme de finesse, il aurait trahi le besoin. Mais là, il atteint une forme de justesse. C'est pas une coquetterie vide. Pour arriver à cette justesse, Apple a dû repenser l'architecture interne du téléphone. Parce que depuis toujours, les smartphones suivent globalement la même architecture. L'électronique au centre et la batterie qui l'entoure comme elle peut. L'iPhone Air est construit très différemment. Ils ont inventé une nouvelle architecture interne qu'ils appellent le plateau. C'est la bosse, en gros. La raison pour laquelle vous avez l'impression de ne tenir que l'écran, c'est parce que c'est presque le cas. En fait, vous tenez l'écran et la batterie. Toute cette zone, c'est presque exclusivement la batterie. Le cerveau de l'iPhone, il est là. Imaginez concentrer tous vos organes vitaux uniquement dans votre tête. Votre cœur, votre poumon, votre foie, votre estomac, tout est là-dedans. Le reste de votre corps, c'est juste un réservoir d'énergie. C'est ce qu'ils ont fait avec l'iPhone Air. Le cerveau de l'appareil, donc le processeur, la mémoire, les circuits de dissipation thermique, tout est là-dedans, dans cette bosse de 10 mm d'épaisseur. Cette architecture, elle répond à un problème très concret. Quand on rend un appareil plus fin, on lui retire de la matière, de la rigidité et de la place pour respirer. Mais un smartphone, c'est un ordinateur. Il chauffe, il vibre, il enchaîne des cycles de charge et de décharge. À mesure qu'il s'affine, ça devient difficile à gérer. L'électronique est placée dans cette zone parce qu'elle réunit des conditions idéales. Déjà, c'est celle qui contient le plus de matière. Elle est suffisamment épaisse pour encaisser la chaleur sans se déformer. Si vous voulez, le téléphone apprend à respirer autrement. Au lieu d'évacuer la chaleur sur toute sa surface, il la canalise dans une zone prévue pour ça. C'est aussi la zone du téléphone qui a le plus accès à l'air libre, parce qu'elle est loin de votre main. Cette chaleur ne reste pas enfermée dans votre paume, elle peut s'échapper naturellement. Ce qui fait que même si l'iPhone chauffe, et ça lui arrive, vous le sentez rarement parce que vous ne touchez jamais à cette zone. C'est comme si pour refroidir une voiture de course, on avait déplacé le moteur vers une zone plus facile à ventiler. S'offrir cet iPhone, c'est s'offrir le luxe de toute cette ingénierie au service du design. Mais pas que. C'est aussi participer au chemin vers la miniaturisation et je crois connaître la destination. Ce qu'apprend Apple à faire ici, c'est à faire respirer un ordinateur dans quelques millimètres. Et c'est précisément l'équation qu'ils devront résoudre pour des lunettes connectées. Par exemple, on sait qu'ils travaillent dessus. D'abord pour des lunettes uniquement avec de la photo, de l'audio et de l'intelligence artificielle, comme les Ray-Ban Meta, et plus tard avec un écran. Des lunettes connectées, c'est un défi technique considérable. Il faut tenir des capteurs et des radios éveillés en permanence, sans chauffer la tempe, ni flinguer la batterie en 2 heures. L'architecture des Ray-Ban Meta est sensiblement la même que celle de l'iPhone Air. Elle loge tout le calcul principal dans une seule branche et la batterie dans l'autre. Mais il y a un composant qui m'intéresse particulièrement là-dedans. Apple a conçu une nouvelle puce radio, N1. Son travail, c'est de gérer le Wi-Fi, le Bluetooth, les connexions de façon plus fiable et autonome. En gros, elle garde les oreilles ouvertes en permanence pour écouter l'environnement radio autour d'elle, les réseaux Wi-Fi autour de vous, les signaux Bluetooth, et elle ne réveille le processeur principal que quand c'est nécessaire, quand quelqu'un vous envoie un AirDrop, par exemple. Ça fonctionnait déjà en grande partie comme ça avant, mais pour la première fois, cette puce est conçue par Apple. Avec des puces tierces achetées à des fournisseurs externes, ils avaient moins de leviers d'optimisation. Ici, elle est conçue spécialement pour ce processeur. Donc il y a moins de réveil inutile et elle consomme moins de batterie. Ça relève probablement du détail pour un iPhone, mais pour des lunettes, c'est vital. Parce qu'un produit qu'on porte sur la tête ne répond pas du tout aux mêmes exigences qu'un produit qu'on tient en main. Des lunettes doivent être le plus fin possible, le plus léger possible. Elles ne peuvent pas chauffer et elles ne peuvent pas s'éteindre à 17 heures. Ces exigences entrent en parfaite contradiction avec ce qu'on attend de lunettes connectées. Être une intelligence artificielle permanente qui voit notre environnement et peut répondre à nos questions à tout moment. Ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et je pense qu'elle ne sera pas dans les lunettes. Elle restera dans l'iPhone. C'est-à-dire que dans les lunettes, il y aurait un processeur plus modeste, moins gourmand, qui déléguera les tâches les plus complexes à l'énorme puissance de calcul que vous avez déjà en poche. Pour que cette conversation permanente entre les deux appareils paraisse instantanée et qu'elle soit le moins énergivore possible, Apple a besoin de maîtriser la puce qui les lie. C'est maintenant chose faite. L'iPhone Air est un téléphone ultra fin, mais c'est aussi la pièce d'un puzzle où le smartphone devient le cerveau portatif d'un monde où la technologie se portera. Il y a même une part de moi qui me dit qu'ils ont sorti cette sangle pour tester ce nouveau comportement utilisateur, qu'on s'habitue à l'idée de porter un produit et non plus de le tenir. Vous en pensez ce que vous voulez, je vous rappelle juste qu'ils ont mis des yeux à l'extérieur d'un casque VR. Si je dois résumer ma vision des choses, le Vision Pro teste l'interaction geste et regard, l'Air teste la miniaturisation, la sangle teste le comportement et des lunettes profiteront de ces 3 apprentissages. Chaque décision de design teste quelque chose de transférable. Comment un ordinateur se comporte dans quelques millimètres, comment il gère l'autonomie,
Quelle est la tolérance thermique du matériau dans un si petit espace? Est-ce que les gens portent leur iPhone sur eux ou est-ce qu'ils trouvent ça bizarre? On ne trouve pas de réponse à ces questions dans un laboratoire. Elles ont besoin de se confronter au monde réel. L'iPhone Air, c'est une voiture de course que je peux pas conseiller à n'importe qui pour partir en week-end. Mais c'est avec ces machines extrêmes qu'on trace une route que tout le monde empruntera peut-être. Pour être très clair, l'iPhone Air n'est pas que ça. C'est un vrai produit pour de vrais clients. Apple espère le vendre et je suis pas certain qu'ils y parviennent. Mais cet iPhone génère deux types de revenus. Les 1 229 € qui rentrent aujourd'hui et toutes les données d'ingénierie pour l'extrême miniaturisation de demain. C'est de la R&D à ciel ouvert, financée par le marché. Et ça n'enlève rien au produit. Vous n'achetez pas un pari sur l'avenir, vous achetez un présent qui fabrique un potentiel futur. C'est pour ça qu'il existe et c'est pour ça qu'il doit exister. Merci à tous, merci à Dyson. C'était Léo Duff.